n'était pas un suicide. Marilyn Monroe était bel et bien assassinée. Il avait toujours voulu rencontrer cette pin-up, ce symbole sexuel qu'était Marilyn Monroe. C'était un de ses fantasmes. Il fallait éloigner Bobby de la ville, l'écarter de toute cette histoire. Il y avait aussi des conversations téléphoniques avec des dates de rendez-vous, disons amoureux, entre Jack Kennedy et Marilyn Monroe, entre Jack Kennedy et d'autres personnes, entre Bobby Kennedy et Monroe, entre Bobby Kennedy et d'autres personnes. Les informations concernant la mort de Marilyn Monroe furent totalement cachées par la police de Los Angeles, par le bureau du coroner de Los Angeles et par tous les dirigeants qui gouvernaient le comté à cette époque. Elle était folle de lui. Il s'intéressa de près aux relations politiques qu'avait Marilyn Monroe. Je crois que lui aussi était fou d'elle. Elle s'amusait à le taquiner, sachant tout à fait jusqu'où elle pouvait aller. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Pendant des décennies, la liaison entre Marilyn Monroe et le clan des Kennedy a alimenté les plus folles spéculations. Pourtant, derrière le mythe d'une histoire passionnelle se cache une réalité beaucoup plus simple. Je suis très heureux de l'épisode d'aujourd'hui puisque je vais défaire un grand mythe, celui de l'histoire d'amour passionnée entre la plus célèbre blonde Marilyn Monroe et John F. Kennedy, le président des États-Unis, mais aussi son frère, Bobby Kennedy. Pendant plusieurs décennies, on a dit que l'actrice sex symbole avait eu une relation non seulement avec l'ancien président, mais aussi avec son frère Robert Kennedy, qu'on va appeler par son surnom aujourd'hui Bobby. Ces rumeurs ont pourri un peu la vie de l'actrice durant son vivant, mais l'amplification de tout ça est survenue surtout après sa mort. Puis, après l'assassinat de John F. Kennedy, ça s'est amplifié à une vitesse folle. Vous allez voir que le mythe de la relation entre Marilyn Monroe et les Kennedy est beaucoup plus cinématographique que la réalité. En fait, toutes ces légendes concernant cette affaire sont majoritairement que des mensonges. Avant de commencer cet épisode, c'est vraiment important de mentionner mes sources principales. Je me base pour cet épisode de Close-Up Dramatique majoritairement sur le livre de William Raymond, Marilyn, le dernier secret, paru en 2007. Ce livre vient vraiment défaire tout, mais tout le mythe autour des amours entre l'actrice et la famille présidentielle. D'autant plus que ce livre, je vais vous en reparler parce que William Raymond a fait une véritable enquête afin de tenter d'élucider ou d'éclaircir la mort de Marilyn Monroe. Sans grande surprise, je vous prépare un épisode sur la mort de l'actrice et tout ce qu'on a dit à ce sujet. Des théories les plus simples et réalistes aux histoires les plus folles. Ce sera un épisode vraiment intéressant. Deux autres sources crédibles que j'ai lues de façon obsessionnelle et qui sont eux aussi deux méchantes briques, un peu plus de 500-600 pages chaque livre. Le premier étant Marilyn Monroe, enquête sur un assassinat de Don Wolfe. Wolfe est allé chercher dans les dossiers concernant la mort de l'actrice et a fait ressortir des éléments assez inquiétants qui peut laisser penser que la blonde a été finalement assassinée. On effleure seulement le sujet des Kennedy dans le livre, mais c'est ultra intéressant. Le second livre est celui de David Spoto qui s'intitule Marilyn Monroe, titre super simple. Ce livre-là, c'est vraiment une biographie que je dirais classique sur l'actrice. David Spoto, qui a été super bien documenté, a regardé à peu près tout ce qu'il pouvait regarder sur Marilyn, des entrevues, des passages télé, etc., pour faire ce livre. Il a fait aussi une espèce de petite enquête sur les antécédents familiaux de l'actrice et évidemment, on parle grandement du clan Kennedy dans ce livre. J'ai pris pas mal d'informations de ce livre pour vous en faire une belle synthèse. C'est aussi important de mentionner une autre source que je suis allé chercher certains éléments que je jugeais intéressants. C'est dans le livre de Anthony Summers, le très controversé Les vies secrètes de Marilyn Monroe, sorti en 1987. Je dis très controversé parce que M. Summers
pour écrire son livre s'est basé sur des documents qui, pour la plupart, ont été mystérieusement portés disparus suite à la mort de l'actrice. Summers dit qu'il a discuté avec plusieurs proches de la blonde pour avoir une idée parfois assez précise sur ces documents. En plus de la disparition de ses sources, Summers se base sur plusieurs témoignages de personnes peu crédibles qui avaient été écartées par la police au moment de la mort de la blonde. Je suis certain que vous vous dites, mais Jason, pourquoi as-tu pris certaines informations de ce livre? Parce que Anthony Sommer rapporte des dires de certains témoins intéressants comme Eunice Murray, qui était la gouvernante, celle qui s'occupait de Monroe au moment de sa mort, mais aussi de plusieurs amis du sex symbole comme Pat Newcomb, son attachée de presse, qui, elle, est allée dire dans une entrevue dans les années 60 que Marilyn n'avait jamais tout dit au sujet de ses histoires avec la famille du président. Cette déclaration vient juste ajouter à l'épais brouillard de mystère autour de tout ça. Tout ce que j'ai pris du livre de Summers, je suis allé vérifier sur différents sites dédiés à Marilyn, si ces informations étaient toujours bonnes et surtout véridiques. Alors voici pourquoi j'ai décidé de prendre certaines informations de ce livre qui a fait beaucoup jaser. Maintenant que tout ça est fait, passons à ce qui nous intéresse, Marilyn Monroe et les Kennedy. Il est important quand même de dire le pedigree intime de la famille Kennedy avant de s'embarquer vraiment dans le vif du sujet. La famille Kennedy a des antécédents d'adultère quand même assez notoires. Le père Kennedy, Joseph, était un coureur de jupons reconnu et qui mentait très souvent à sa femme. Pour donner de la crédibilité à ses mensonges, il demandait à ses enfants d'embarquer dans ses histoires et de l'aider à cacher ses infidélités. Selon plusieurs proches de la famille, John F. Kennedy aurait suivi l'exemple de son père jusqu'à son arrivée à la Maison-Blanche. Mais encore là, dépassé les murs de la maison présidentielle, il aurait continué certaines aventures. Avant d'arriver à la présidence des États-Unis, John a accumulé les conquêtes durant son service militaire dans la Navy. Ses collègues ont souvent raconté les nombreuses aventures d'un soir que le futur président avait à cette époque. Il était très conscient du charme qu'il avait et l'utilisait énormément, allant jusqu'à avoir plusieurs relations en même temps. Pour John F. Kennedy et probablement son père Joseph aussi, l'amour et le sexe sont deux choses totalement différentes à ne pas confondre. Pour Robert Bobby Kennedy, lui aussi a accumulé les conquêtes d'un soir, mais de façon beaucoup plus discrète. En 1960, à 35 ans, marié depuis 8 ans et avec 7 enfants, sa réputation était presque sans tache. Mais tout comme son frère, dans l'intimité, son mariage était pas mal moins heureux qu'il en avait l'air, puisque sa femme était consciente de toutes les infidélités de son mari. Maintenant qu'on connaît un peu plus le genre de vie privée que menaient John et Bobby Kennedy, on peut se lancer dans leurs histoires d'amour avec la blonde la plus connue, Marilyn Monroe. Et on va commencer par le mythe. Pendant des décennies, on a cru que l'actrice et les deux frères Kennedy ont entretenu des relations intimes passionnées, John et Bobby se battant constamment pour l'amour et l'attention de Monroe. Ce mythe de relation extra-conjugale sulfureuse a largement été encouragé et popularisé par Anthony Summers et son livre Les vies secrètes de Marilyn Monroe. Son livre, ayant connu un immense succès à sa sortie, a répandu un peu ce fantasme d'amour entre Marilyn et la famille présidentielle. Marilyn Monroe et John F. Kennedy se seraient rencontrés, selon le mythe, lors d'une fête chez Peter Lawford, un ami commun et acteur de films de série B, au début des années 60. Ils seraient alors repartis, tous les deux, prêts à savourer leur passion ardente. Par la suite, les rencontres intimes entre le futur président et l'actrice se seraient enchaînées, donnant place à un amour dévorant. Mais une fois élu, John F. Kennedy aurait délaissé Marilyn un certain temps, ce qui aurait entraîné une grave dépression de l'actrice, l'obligeant à se faire soigner dans un centre de repos. Puis, quelques mois après sa rentrée à la Maison-Blanche, contre l'avis de Jackie Kennedy, la première dame, John F. aurait recommencé à voir la blonde.
Puis, à la fin de l'année 61, Jackie Kennedy aurait menacé de divorcer et ainsi de tout dévoiler des adultères du président. Chose qui n'est pas très bien vue pour un homme politique. C'est le genre de scandale qu'on cherche à éviter. Craignant pour sa réputation et de l'onde de choc que ça causerait, John aurait ralenti ses aventures extra-conjugales avec l'actrice. Avant de rencontrer la star, John F. Kennedy cultivait une certaine obsession envers Monroe. Lorsqu'il est hospitalisé au début des années 50, il a avec lui dans sa chambre une photo sexy de Marilyn Monroe. Puisqu'avant d'être la superstar qu'elle deviendra, Monroe a posé pour des calendriers moins conventionnels, on va dire ça comme ça. Même chose concernant le frère du président, Bobby Kennedy. Marilyn et lui se seraient rencontrés à la même fête chez les Lawfords. Bobby serait tombé immédiatement sous le charme de Monroe, puis serait follement tombé amoureux d'elle. Les deux frères Kennedy seraient alors en compétition pour la même femme, ce qui laisse place à ce triangle amoureux. Un triangle amoureux très connu. En même temps qu'elle vivait une idylle avec le président, Marilyn entretenait une relation très proche, voire intime avec son frère, donnant place à des appels téléphoniques chaque jour où les deux personnalités discutent de leurs problèmes et de leur vie. Monroe serait alors mise au courant de certains problèmes politiques gardés secrets, ce qui aurait entraîné à une implication de la famille Kennedy dans la mort mystérieuse de l'actrice en 1962. Mais derrière le mythe se cache une réalité beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a exploré le mythe du triangle amoureux entre Marilyn Monroe et les frères Kennedy, on va parler de la réalité. Une réalité pas mal moins romanesque et beaucoup moins sensationnaliste. Il est vrai par contre que Marilyn Monroe entretenait des relations ambiguës avec les deux frères Kennedy et qu'elle était détestée par la première dame des États-Unis. Il est aussi vrai que le président des États-Unis avait une certaine fascination envers Marilyn, mais comme des millions d'hommes à l'époque. Monroe créait et crée toujours aujourd'hui les fantasmes ainsi que les envies uniquement par son apparence et son charisme rarement revus depuis. Pour ce qui est du calendrier sexy dans la chambre d'hôpital de Kennedy, c'est aussi vrai. Mais encore là, combien d'hommes avaient ce calendrier à travers le pays? John F. Kennedy était juste un homme normal à ce moment-là de sa vie qui se créait des rêves. Sauf que plus il gagnait en notoriété, plus le futur président exprime son intérêt envers l'actrice. Nous sommes ici au beau milieu des années 50 et la popularité de l'actrice atteint chaque semaine un nouveau sommet. Donc jusqu'ici, la réalité n'est pas très loin de la légende, mais c'est quand on parle de la première rencontre que la réalité reprend ses droits. Marilyn Monroe et les deux frères Kennedy se seraient rencontrés en personne pour la toute première fois le 11 avril 1957, à New York, lors d'un dîner très mondain où plusieurs autres célébrités très connues assistent, comme Maria Callas ou encore Elizabeth Taylor. Rappelons qu'en 1957, Monroe est toujours la femme de l'auteur et scénariste Arthur Miller, avec qui elle est très heureuse. John F. Kennedy, lui, est à ce moment-là encore un sénateur, mais aspire déjà à devenir président du pays. Revenons à ce dîner mondain, qui, vous allez voir, a rien de spectaculaire. Lors de la soirée du 11 avril 57, les Kennedy et Marilyn auraient échangé brièvement quelques mots avant de retourner à leur place assignée. Mais tous les trois ont exprimé leur excitation de s'être rencontrés, particulièrement les frères Kennedy, étonnés par le charisme de la femme. Par la suite, il faut faire un bond de 5 ans pour avoir une seconde rencontre avec les Kennedy. En 1961,
Peter Lawford, acteur comme je le disais plus tôt, mais maintenant aussi mari de Patricia Kennedy, la sœur de Bobby et John, donne une fête d'envergure à sa demeure en bord de mer. Les fêtes de l'acteur sont très courues, puisqu'on raconte qu'elles y voient les plus grandes stars du pays et même de la planète. Mais elles ont aussi un côté très scandaleux. Lawford est un alcoolique et aime à l'occasion s'adonner à des orgies. On raconte que les fêtes données par l'acteur ne sont qu'un prétexte pour s'adonner à ce genre d'activité. Vous comprenez que la présence de certains membres de la famille Kennedy fait énormément jaser. Revenons à cette soirée de 1961 où l'actrice rencontre Bobby et John pour la deuxième fois. Les deux frères Kennedy avaient exprimé leur désir de rencontrer à nouveau l'actrice. Lawford, étant un ami de la blonde, aurait alors invité l'actrice qui se serait présentée dans une apparence impeccable, comme toujours, lorsqu'il s'agit de soirées très people. Surtout qu'en 1961, Marilyn vient de traverser une période très difficile où elle a sombré dans une grave dépression profonde et une remise en question de sa vie entière après son divorce avec Arthur Miller. Monroe accepte pratiquement toutes les invitations à sortir. Une fois arrivés à la maison Lawford, les frères Kennedy s'accaparent littéralement la star du cinéma. Ils découvrent alors qu'en plus d'être d'une beauté déjà légendaire, la femme est plus que brillante. Elle connaît la politique sur le bout de ses doigts. Chose loin de déplaire à John F. Kennedy, nouvellement élu président des États-Unis. Là, je vais défaire un immense mythe autour de Marilyn Monroe, celui de la femme belle mais très naïve. Monroe était loin d'être le stéréotype de la blonde superflue s'intéressant qu'aux choses superficielles. Durant son mariage avec Arthur Miller, Monroe s'est retrouvée projetée dans le cercle très intellectuel d'amis de son mari. Ces amis-là parlaient très souvent de politique et de philosophie, ce qui a amené Marilyn à posséder un certain savoir, surtout politique. Au cours de cette soirée chez les Lawford, très étonnante pour les frères Kennedy, Marilyn s'est assurément rapprochée de la famille présidentielle, même qu'à un certain moment, Marilyn passe un moment au bord de la mer avec John F. Kennedy, puis s'isole avec Bobby afin de discuter de cinéma. Cette soirée chez les Lawford a vraiment une très grande importance dans l'histoire des relations entre les Kennedy et Marilyn Monroe, puisqu'il est évident qu'ils se sont rapprochés énormément durant cette soirée. Par la suite, Marilyn ne s'est jamais cachée de sa confiance aveugle envers le gouvernement Kennedy, et les frères Kennedy, eux, se sont jamais cachés de leur fascination pour la femme. Après la fête, les Kennedy et l'actrice vont rester en contact très proche, s'appelant très souvent. Mais selon plusieurs proches, au départ, ce n'est que pour débattre de politique et d'enjeux sociaux. Marilyn étant très près de la classe ouvrière, elle milite énormément pour leurs droits, tout comme celui des Afro-Américains. Les droits des Noirs en 1961 sont encore un sujet très controversé et la population noire subit encore beaucoup d'inégalités et de séparation avec les Blancs, comme les autobus réservés pour les Noirs par exemple. Il n'y avait, selon les proches des Kennedy surtout, aucune conversation intime lors de ces appels téléphoniques. Des affirmations qui sont contredites par plusieurs amis de Marilyn et même la secrétaire de Bobby Kennedy. Selon ces témoins, Marilyn et Bobby auraient développé une relation très forte au courant de l'année 1961, qui menait très souvent à des confidences très intimes. Bobby confierait même à l'actrice certains secrets politiques concernant des ententes ou encore des problèmes directement dans le gouvernement de son frère. Monroe aurait donc alors été au courant de certains dossiers conservés totalement secrets. On rejoint ici un peu le mythe. On voit Marilyn Monroe à certains événements où se retrouvent aussi certains membres du gouvernement américain. C'est en voyant Monroe de plus en plus proche des Kennedy que les médias vont commencer à parler de l'histoire d'amour entre l'actrice et la famille présidentielle. C'est à partir d'ici que le mythe a commencé, puis a déraillé très rapidement. Les médias seront très corrosifs avec cette affaire, parce que Marilyn Monroe est un sex-symbole qu'on aime dépeindre comme étant une femme un peu naïve avec peu de culture générale. Et là, soudainement, la famille la plus puissante du pays, si c'est pas parmi les plus puissantes du monde, s'intéresse à elle. Et en plus, les Kennedy sont très proches de Monroe. On a tout, mais absolument tout pour tuer la une. Parallèlement à tout ça, Marilyn Monroe ne va pas très bien à ce moment-là.
Elle est de plus en plus dépressive et sombre tranquillement dans un problème d'alcool très grave. En se levant le matin, elle ouvrirait une bouteille de champagne selon quelques-uns de ses amis. Son médecin lui prescrit également des médicaments très forts qui servent à calmer ses insomnies, mais aussi à la rendre énergique le jour, lorsqu'elle doit travailler. Elle prend tout un cocktail de médicaments qu'elle mélange sans gêne à une grande quantité d'alcool, des habitudes de vie qui vont la mener à être hospitalisée dans un centre de repos au milieu de l'année 1961. Une hospitalisation que la compagnie de films de l'actrice voit d'un très mauvais œil. En plus des récentes rumeurs que les journaux font circuler, où on dit que Monroe est la maîtresse des frères Kennedy, la voilà maintenant hospitalisée suite à des problèmes d'alcool et de médicaments. Rien pour redorer la réputation professionnelle de l'actrice qui commence à pâlir. À sa sortie du centre hospitalier, à la fin de 61, Marilyn Monroe commence à prendre une habitude très curieuse. Elle se met à noter tout ce qu'elle lit et entend concernant la politique, afin de se garder aux dernières nouvelles. Elle est aussi consciente que cette habitude lui permet d'alimenter davantage ses discussions avec la famille présidentielle. Même si elle apparaît désormais que très peu aux mêmes soirées des Kennedy, à la demande de Bobby, les médias continuent d'écrire toutes sortes d'articles mensongers au sujet de l'actrice et des Kennedy, ce qui amène à nouveau la blonde au bord de la cassure. Afin d'éviter de contourner ce nouveau courant médiatique, l'actrice part au Mexique quelques semaines se reposer. À son retour, elle désire s'acheter une nouvelle maison un peu plus éloignée de la ville, mais surtout des paparazzis qui la harcèlent. Elle trouve son bonheur dans le quartier de Brentwood sur la Fifth Helena Drive, une maison qui est assez modeste et qui n'a rien à voir avec la notoriété immense que possède la blonde. De l'extérieur, rien ne laisse croire qu'une superstar de la trempe de Marilyn Monroe y réside. Malheureusement, la tranquillité espérée par l'achat de cette maison ne sera pas aussi grande que voulu. Les voisins de l'actrice racontent qu'il est courant de voir arriver les voitures présidentielles à toute heure de la journée chez la blonde. Il n'en fallait pas plus pour qu'une nouvelle vague de rumeurs se déchaîne sur Monroe. Les photographes de tous les magazines espionnent alors la maison, prêts à prendre la photo du siècle, celle de Monroe dans les bras d'un des membres de la famille Kennedy. On défait un autre mythe ici, celui des photos de Marilyn Monroe et de John F. Kennedy. Au début des années 2000, est apparu sur le web et dans les magazines des photos dites authentiques où on verrait Marilyn Monroe dans les bras du président des États-Unis. Mais ces photos sont le fruit du travail de Allison Jackson en 2001, réputée par ses nombreuses mises en scène où elle utilise des sosies de célébrités afin d'illustrer la facilité à la désinformation, mais aussi pour montrer l'appétit un peu malsain du public envers les paparazzis plus voyeurs. Le genre de paparazzi prêt à tout pour prendre quelques clichés de stars dans leurs intimités extrêmes. Il n'y a donc jamais eu de photos compromettantes de John F. Kennedy et de Monroe, même qu'il existe à ce jour qu'une seule photo connue où les deux apparaissent, c'est celle prise à la soirée qui a suivi l'anniversaire du président. On en reparle tantôt. On revient maintenant à notre sujet principal. Au début de l'année 1962, Marilyn Monroe se confie à Judith Grinson, l'une de ses plus proches amies. Judith affirme que l'actrice lui a parlé d'une nouvelle relation avec un homme qu'elle tenait à garder anonyme. Elle ne voulait pas dévoiler son identité parce que son statut social était très important et que cette relation pourrait entraîner certaines disputes auprès de la famille de l'homme. Monroe précise également que la famille de cet homme est très importante. Quelques informations qui peuvent laisser penser qu'il se passait réellement quelque chose d'intime entre Marilyn et possiblement Bobby Kennedy, si on se fie à leur conversation téléphonique, beaucoup plus intime qu'avec le président. Mais en mars 1962, peu de temps après ces confidences, la blonde est surprise au lit avec le président. Et ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Le soir du 24 mars 1962, Monroe s'est retrouvée avec le président John F. Kennedy dans une relation intime. Tout commence lors d'une fête donnée le 24 mars 1962, comme je l'ai dit, chez nul autre que Bing Crosby, à Palm Springs. Le président et l'actrice sont tous deux invités à cette soirée et sont très heureux de se retrouver.
Ils passent beaucoup de temps ensemble et les autres invités sont mal à l'aise de les rejoindre parce que selon plusieurs témoins, il se passe vraiment quelque chose de très fort entre les deux. Ils ne se touchent pas nécessairement, il n'y a pas de marque d'affection physique, mais tout est dans le regard et le langage corporel. On dit que Marilyn joue beaucoup de son charme envers le président. Vers la fin de la soirée, les invités se rendent compte de leurs absences. John F. Kennedy et Marilyn Monroe ont quitté la soirée sans le dire à personne. Ils ont déserté la fête, littéralement. Selon le masseur de Monroe, le lendemain, le 25 mars 62, il aurait téléphoné à l'actrice qui était encore au lit. Il aurait alors entendu une voix masculine facilement reconnaissable. Le masseur aurait pris rendez-vous avec Monroe, puis l'homme aurait pris le combiné et aurait demandé des informations pour un massage. C'est alors que Monroe aurait dit le nom du président. Ils auraient par la suite passé le week-end ensemble, selon les proches de Kennedy. Le président se serait libéré de toute activité politique pour passer du temps en compagnie de l'actrice. Même chose pour Marilyn, elle a annulé tous ses rendez-vous. C'est avec ce week-end passé dans la plus grande intimité qu'il y a deux versions de l'histoire qui naissent. La première est que ni Marilyn Monroe ni John F. Kennedy donnaient d'importance à leur idylle, qui était en réalité qu'une histoire de plaisir charnel. Monroe aurait très souvent dit à ses amis que bien que les frères Kennedy soient deux hommes intéressants, elle ne pouvait pas vivre avec eux, le rythme de vie qu'impose la politique n'étant pas pour elle. D'autant plus que ni Bobby ni John étaient le genre de mari ou de compagnon que la star recherchait. La seconde est beaucoup plus proche du mythe selon moi, même que je pense que la deuxième version a largement été tirée du mythe. Marilyn Monroe aurait été follement amoureuse de John F. Kennedy et se serait attachée plus que de raison à l'homme. Elle ne pensait qu'à lui, mais surtout ne parlait que de lui. Mais ses sentiments auraient été à sens unique, le président étant marié à Jackie Kennedy et voulant à tout prix éviter le divorce, se faisait plutôt discret avec la blonde. En plus, Kennedy voyait Monroe comme étant un objet de plaisir et n'avait aucun sentiment envers elle. Une relation à sens unique qui aurait amené énormément de tristesse à Marilyn Monroe, qui aurait fini par la traîner vers le bas et lui causer une grave dépression. Selon cette seconde version, bien évidemment. Si vous voulez mon avis, je pense que la première version de l'histoire, celle où les deux attachaient que très peu d'importance à leur idylle, d'un week-end est beaucoup plus véridique. Au cours de l'année 1962, Monroe continue à suivre tout ce qui se passe en politique, mais elle débute aussi le tournage de son dernier film qu'elle n'aura malheureusement pas le temps de terminer, Something Got to Give. Sur le plateau, c'est assez complexe, parce que Marilyn arrive parfois dans un état très second qui rend le tournage très difficile. Parfois, elle arrive en pleine possession de ses moyens, ce qui aide grandement aux répétitions ainsi qu'aux essayages. Selon les techniciens de plateau, elle discute énormément de politique et est très intéressée par l'opinion de ses collègues concernant le clan Kennedy. Mais en 1962, Marilyn Monroe s'apprête aussi à faire son ultime apparition. Une apparition qui va passer à l'histoire. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady, Mr. President, Marilyn Monroe. A woman about whom it truly may be said she needs no introduction. But I'll give her an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! En mai 1962, Marilyn Monroe est toujours très près de la famille Kennedy. Elle discute très souvent avec Bobby Kennedy de différents sujets. Le frère du président lui parle même de ses problèmes familiaux puis des réussites de ses enfants. Monroe ne connaît pas directement les enfants de Bobby Kennedy, mais est au courant de leurs moindres faits et gestes. La famille présidentielle fêtera le 19 mai 62 John F. Kennedy à l'occasion de son 45e anniversaire de naissance. La soirée qui s'annonce grandiose se fera au Madison Square Garden de New York et une panoplie de gens célèbres y seront comme la famille Sinatra ou encore Aristote Onassis et Maria Callas. Pour l'occasion, Marilyn Monroe est contactée directement par la famille présidentielle afin de clôturer la soirée et pour chanter le fameux Happy Birthday. Très heureuse de cette invitation, elle accepte sans réfléchir. Elle s'absente alors du tournage de Something Got to Give afin de répéter la chanson, ce qui cause un retard important à la fois dans les essayages et dans les premières scènes à tourner. Afin de justifier son absence et de garder le secret de la finale de la soirée, elle dit au producteur qu'elle a ses règles qui sont, ce mois-ci, très douloureuses. Une excuse qui laisse perplexe l'équipe du film. Peu de temps avant la soirée du 19 mai, elle demande au célèbre couturier Jean-Louis de lui confectionner une robe sur mesure pour l'événement. Jean-Louis va accepter d'habiller le plus grand sex symbole que le cinéma américain ait connu. Le couturier qui a déjà habillé les plus grandes stars du monde, comme Marlène Dietrich pour ne citer qu'elle, est plus qu'heureux de ce contrat. Bien après la mort de Monroe, Jean-Louis a dit en entrevue que la robe fabriquée pour la blonde n'avait rien de spécial en tant que telle. De dos, c'était comme une robe banale même, mais la façon qu'avait Marilyn de la porter a rendu la robe historique. Il fait donc choisir à Marilyn le tissu de sa robe. Parmi plusieurs choix de tissu, l'actrice en choisit un très léger, presque transparent de couleur peau. Elle fait par la suite orner le tissu de milliers de petits cristaux qui, sous le feu des projecteurs, brilleront. Elle fait ajuster sa robe le plus serrée possible afin de laisser apparaître ses courbes très enviées. Même que selon la légende, Jean-Louis aurait fait les premières coutures directement sur le corps de l'actrice. La robe coûtera au total environ 5 000 $ à l'actrice, ce qui équivaut à 50 000 $ américains aujourd'hui. C'est une somme immense. Avant de continuer, je pense que c'est important de parler de l'incident de cette robe qui fut portée par Kim Kardashian en 2022. On parle ici d'une robe qui fait partie de l'histoire, c'est une archive de la vie de Marilyn Monroe qu'elle a fait faire avec beaucoup d'amour et de passion pour le président des États-Unis, c'est évident, et on a pris cette robe pour l'ajuster à Kim Kardashian selon Amanda Joyner, qui s'est occupé des essayages de voir ce qui devait être ajusté pour Kardashian, la robe n'a pas été abîmée. Laissez-moi en douter, puisque le compte Instagram Marilyn Monroe Collection a publié une série de posts avant-après et il est évident que la robe a été abîmée. En plus de voir que certains cristaux n'y sont plus, on voit que les coutures de la robe ont largement été modifiées pour que tout ça fitte avec le corps de Kim Kardashian qui n'a aucune ressemblance avec celui de Monroe. Je trouve ça tellement désolant de voir cette robe qui fait partie de l'histoire avoir été utilisée de cette façon. C'est une vraie honte à mon avis, c'était une mauvaise idée et ça le restera. J'ai bien de la misère à comprendre ceux qui trouvent que c'est un bel hommage rendu à Marilyn Monroe. On a abîmé l'une de ses robes légendaires, on a brisé un morceau de l'histoire et de la pop culture. C'est un drôle d'hommage, surtout que Marilyn Monroe elle-même avait mentionné son désir que la robe ne soit plus jamais reportée par quiconque. C'est un grand manque de respect et même de culture de la part de Kim Kardashian et de son équipe, puisque toute cette idée part d'elle et de son équipe. Bref.
Je mettrai sur le compte Instagram de Close-Up Dramatique les publications du compte Marilyn Monroe Collection. C'est très intéressant à voir et à lire. Maintenant que tout ça est dit, le 18 mai 1962, Marilyn Monroe débarque incognito à New York afin de faire quelques tests de son et de répéter le moment final de la soirée. On sait pas trop comment, mais certains journalistes ont su que Marilyn participait au spectacle et ont tenté de discuter avec elle, mais l'actrice refuse de parler aux quelques médias présents. Le 19 mai, elle s'enferme dans sa chambre, attendant la soirée avec une grande impatience et une grande nervosité. Lorsque la soirée commence, l'actrice est emmenée dans sa loge où l'attend sa robe unique et qui deviendra légendaire. Une robe que les organisateurs et Monroe ont gardée dans un sac, à l'abri des regards. Après avoir enfilé sa robe et avoir fait quelques retouches à son maquillage, la blonde se rend compte que des dizaines de photographes l'attendent dans le couloir menant à la scène. Voulant à tout prix que le président des États-Unis soit le premier à voir sa robe, elle met alors sa fourrure blanche sur ses épaules, afin de cacher le haut de sa robe très décolleté, autant de dos que de l'avant. La clôture de la soirée approche de plus en plus et Marilyn se met à être également de plus en plus nerveuse. Elle se sert quelques verres de champagne afin de se calmer un peu, mais sans succès. Ça aussi, d'ailleurs, faut rectifier ça, Marilyn Monroe n'était pas saoule lors de sa prestation. C'est tout simplement le grand stress et sa robe très moulante qui l'empêchait de bien respirer, qui a donné cette allure très, je sais pas comment dire, là, mais très étrange à Marilyn Monroe. Lorsqu'elle sort de la loge, les photographes la capturent sans répit. Il existe des centaines de photos de Marilyn marchant vers la scène le soir du 19 mai 1962. Au moment où on annonce Marilyn Monroe, il ne se passe rien. Elle n'apparaît pas sur scène et l'animateur est laissé au dépourvu. Après 2 annonces sans voir monter sur scène l'actrice, il tente de faire du temps, espérant voir la sulfureuse blonde arriver. En coulisses, Marilyn est terrifiée et est prise d'une certaine crise de panique. Elle refuse de monter les escaliers menant à la scène et c'est finalement son assistant qui doit littéralement la pousser afin qu'elle arrive devant le public. Lorsqu'elle enlève sa fourrure et dévoile sa robe, le public réagit fortement et on raconte que John F. Kennedy en a laissé tomber son cigare. Au moment de son Happy Birthday, Marilyn Monroe ne se doute pas une seconde que ce moment, aussi court soit-il, allait passer à l'histoire. La soirée qui suit la cérémonie est tout aussi mémorable que le passage éclair de Marilyn Monroe. On raconte que les Kennedy s'accaparent la star du cinéma et qu'ils forgent autour d'elle une espèce de mur, très difficile à traverser, ce qui rend Monroe quasi inaccessible pour les autres invités. C'est aussi pendant cette soirée qu'est pris le seul cliché où les Kennedy et Marilyn apparaissent ensemble. C'est une photo qui est loin d'être choc, là. On dirait presque une photo de famille prise à n'importe quel moment de la soirée. On y voit Marilyn qui regarde le président, rien de spécial, vraiment. Le lendemain de la soirée, les médias sont unanimes. Marilyn Monroe a volé la vedette à l'anniversaire du président. Sa prestation très langoureuse fait couler beaucoup d'encre, tout comme sa robe très osée pour ce genre d'événement. Étrangement, après cette apparition publique, qui sera la dernière de l'actrice, le clan Kennedy la délaisse complètement. Ils ne retournent plus ses appels, ne vont plus la voir chez elle et ne répondent même plus à ses nombreuses lettres. Monroe se confie à Eunice Murray, sa gouvernante, celle qui s'occupait d'elle dans les derniers temps de sa vie. Monroe explique à Murray d'avoir le sentiment d'avoir été utilisé comme un objet et que ça lui laisse un certain sentiment de déception. Elle a vraiment l'impression d'avoir été trahie, utilisée, comme je le disais, pour faire de la promotion autour de la Maison-Blanche. Regardez, le président des États-Unis est un ami proche de la plus grande star américaine. Le 4 août 1962, Marilyn Monroe décède. Sa mort reste nébuleuse encore aujourd'hui. Et si les Kennedy étaient impliqués?
Je vais faire plusieurs épisodes sur Marilyn Monroe, c'est une évidence, mais c'est important dans ce premier épisode sur elle de parler de la rumeur qui implique le clan Kennedy dans la mort de l'actrice. Puisque c'est une rumeur qui persiste encore aujourd'hui, qui a certaines preuves crédibles, vous allez voir, et qui surtout trouve encore des personnes persuadées de l'implication de tous les membres des Kennedy qui gravitaient autour de Monroe. La rumeur voudrait que John F. Kennedy aurait fait assassiner la star de l'écran parce qu'elle en savait un peu trop à propos des problèmes à la fois politiques et intimes du gouvernement. Aussi, on raconte que Marilyn, lassée d'être délaissée par les Kennedy, aurait menacé de tout dévoiler concernant leurs relations intimes avec elle. 2 raisons qui auraient hautement menacé la réputation de la famille présidentielle. Dans la journée du 3 août 1962, Bobby Kennedy se serait alors rendu à la maison de Monroe et l'aurait forcé à se faire injecter un produit dangereux dans les veines, ce qui aurait causé la mort de l'actrice en soirée. Ce qui justifie cette hypothèse, pour commencer, selon Eunice Murray, la gouvernante de Monroe qui vivait chez sa patronne dans les dernières semaines de sa vie, Monroe avait repris contact avec les Kennedy. Elle avait recommencé à recevoir des appels de leur part. Murray explique qu'ils étaient facilement reconnaissables au son de leur voix. Sauf que ces nouvelles conversations téléphoniques étaient moins amicales qu'avant. Il était pas rare que l'actrice hausse le ton et raccroche très énervée. À la suite de ces appels, l'actrice était très anxieuse et avait besoin de ses médicaments afin de se calmer. Ces appels téléphoniques peuvent être confirmés par les relevés téléphoniques autant de Marilyn que ceux de la Maison-Blanche elle-même. L'actrice recevait donc parfois des appels directement de la Maison-Blanche. Ce qui est assez fou, là, ça devait presser pour que qui que ce soit l'appelle de là. Autre chose qui pourrait prouver l'implication des Kennedy dans la mort de l'actrice, c'est les témoignages troublants de certains voisins. Selon les voisins de Monroe, le 3 août 1962, ils auraient vu des voitures présidentielles débarquer chez Monroe. 3 hommes, dont un facilement identifiable comme étant Bobby Kennedy, seraient entrés chez l'actrice, puis les 3 hommes seraient repartis environ une vingtaine de minutes plus tard. Qu'aurait-il fait à l'actrice alors? Dans l'autopsie réalisée sur Marilyn Monroe, on a retrouvé sur l'un de ses bras une minuscule marque d'aiguille, comme si elle avait eu à s'injecter quelque chose dans le bras. Selon les fervents de l'implication des Kennedy dans la mort de la blonde, Bobby Kennedy, accompagné de 2 hommes inconnus, se serait rendu chez l'actrice afin de la dissuader de tout révéler. N'arrivant pas à leur fin, ils auraient alors injecté quelque chose dans le bras de Monroe qui aurait entraîné sa mort. Permettez-moi de jouer l'avocat du diable, puisque dans la mort de Monroe, je suis de ceux qui doutent de cette hypothèse. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment la vérité concernant la mort de l'actrice. Dans cette version des faits où des voitures présidentielles débarquent chez l'actrice dans la journée du 3 août 62, je trouve ça peu subtil. Il me semble que si les Kennedy avaient voulu éliminer l'actrice pour n'importe quelle raison, ils auraient fait ça de façon plus discrète. Je veux dire par là que des voitures présidentielles, ça se remarque assez facilement. Mais d'un autre côté, c'est pas juste un voisin qui raconte ça, c'est plusieurs voisins qui affirment dur comme fer avoir vu ces voitures. À vous de vous faire votre opinion sur l'implication des Kennedy dans la mort de Marilyn Monroe. Pendant des décennies, on a cru à des histoires d'amour passionnées entre Marilyn Monroe et les frères Kennedy. En réalité, leur relation était moins romanesque. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.